Anfang zumindest nicht. Donc, je voudrais reprendre mon fil d'Ariane. Comme Stéphane l'a dit, nous voulions vous dire où nous en sommes dans notre projet et vous présenter les premiers résultats. Ces premiers résultats reposent sur ces 58 interviews que nous avons menées dans tous les pays, mais l'évaluation est compliquée. Il y a beaucoup de données. Nous avons commencé avec l'Allemagne et avec septembre, on a réussi à terminer avec l'Italie. C'est pour ça que je vous demande d'être un peu indulgent si les premiers résultats proviennent surtout de la Suisse et de l'Allemagne. Et c'est une analyse assez grossière et nos résultats, il faudra qu'on les adapte une fois qu'on aura toutes les données. Maintenant, j'en arrive ici à mon exposé et je vous donnerai un aperçu sur les différentes étapes du projet, mais nous allons renoncer à vous donner plus de détails puisque ça on l'a fait à Yvesville l'année dernière, même si on a beaucoup de nouveaux venus parmi nous, mais s'il vous plaît, consultez cela sur notre site web et vous pouvez même écouter notre exposé puisqu'on l'a mis sur vidéo. Ensuite, maintenant, j'en passe maintenant quand même encore une fois à un résumé un peu. Donc d'abord parler de l'économie solidaire et des principes, car l'année dernière, on nous a toujours posé la question comment est-ce qu'on définit cela. Ensuite, comme deuxième point, je vous donnerai la base de données que nous avons utilisée pour les interviews. Nous parlons dire pourquoi est-ce que des initiatives d'économie solidaire ont été fondées, quelles sont les raisons. Ensuite, je voudrais vous parler de la grande diversité des projets d'économie solidaire. Ils sont vraiment très hétérogènes. Et un point absolument essentiel, nous avons décidé de reprendre des citations qui revenaient dans toutes les interviews et de vous les présenter ici. Et finalement, une conclusion intermédiaire en ce qui concerne l'état actuel des connaissances. Donc maintenant, premier point, avancement du projet, première constatée, ainsi que les principes. Vous voyez ici notre plan qui reprend tous les points essentiels, ce que nous avons l'intention dans le projet, ce que nous allons faire aussi. Et ici, vous avez la recherche de base et la recherche empirique dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Mais comme il s'agit d'un projet transdisciplinaire, il est important d'avoir une plateforme de mise en réseau, donc vous, en d'autres termes. Et donc, vos remarques sont repris dans le projet. C'est ce qu'on appelle justement le processus transdisciplinaire. Et c'est seulement grâce à cet échange qu'on a réussi à générer de nouvelles connaissances. Ensuite, on a un conseil. Ici, vous avez Claire Lamine demain qui participera à la deuxième journée et Rudy Berli est déjà parmi nous aujourd'hui. Donc, ils sont membres de ce conseil. Et maintenant, nous nous trouvons dans cette première phase ici que vous voyez. Et nous en arrivons à l'évaluation et ensuite à la synthèse l'année prochaine. Comme déjà dit, je voudrais vous présenter les principes de l'économie solidaire et vous l'expliquer brièvement. Nous avons donc renoncé à donner une définition de 2 lignes, car ça ne fait pas beaucoup de sens. Pour nous, il nous semblait important de reprendre des aspects importants qui sont importants pour l'économie solidaire dans l'agriculture. Et je voudrais vous exposer cela brièvement. Premier point dit qu'on partage les risques entre les consommateurs et les producteurs. C'est ce qu'on pourrait appeler CAA, ou comme on dit, l'agriculture contractuelle de proximité, donc les fameuses ACP en Suisse. Deuxième point, permettre
de maintenir des fermes familiales et qu'il existe une solidarité avec les exploitations agricoles, ce qui peut concerner le financement de terres ou bien aussi de fermes. Et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Et troisième point, solidarité entre les consommateurs. Et ensuite, autre point, cela concerne le processus, comment les personnes qui travaillent dans l'agriculture peuvent se nourrir, enfin donc comment est-ce qu'ils peuvent être payés s'ils sont des salariés ou bien le revenu des paysans indépendants. Troisième point, c'est les normes écologiques. Oui, merci. On a pu le projeter. Maintenant, nous avons constaté des initiatives solidaires dans l'agriculture veut être faire de l'agriculture biologique ou en biodynamie. Et donc là, il s'agit de la mise en œuvre de décisions qui se fassent de façon démocratique, donc de façon participative. Cinquième point, l'application de l'égalité, pas seulement entre les genres, mais aussi entre divers groupes ethniques par rapport à l'âge, ou l'inclusion de minorités. C'est un sujet important en Europe. Donc, puisqu'il y a eu beaucoup de migration en Europe et beaucoup d'initiatives d'économie solidaire essayent d'inclure aussi des migrants et des réfugiés dans leurs projets. Sixième point, c'est le processus pour soutenir une fixation des prix qui soit juste et équitable. Donc, on ne s'investit pas seulement pour des prix justes au niveau local, mais aussi global. Jetzt, le point 7, c'est le degré de la coopération avec des acteurs sur le plan local. Ça, c'est un point extrêmement important pour les initiatives d'économie solidaire. Et ce matin et cet après-midi, on en discutera plus en détail. Comment ces initiatives solidaires peuvent ranimer toute une région. Et dernier point, le règlement qui concerne la propriété des terres. Vous voyez qu'on n'a pas trouvé une définition simple, mais nous avons essayé de reprendre ces points. Et si on regarde un projet, selon pour nous, pas tous les points doivent être remplis, mais au moins certains aspects doivent être satisfaits. Et maintenant, je passe la parole à la prochaine personne. J'en arrive maintenant à la base de données, aux procédures de sélection et une vue d'ensemble des études de cas. Maintenant, je voudrais vous expliquer pour chaque pays comment nous avons procédé, quelles sont les données auxquelles nous sommes référés pour... Oui, donc en premier lieu, on va parler de la Suisse. En Suisse, comme base de données, nous avions 63 agricultures contractuelles de proximité, donc les ACP, mais aussi d'autres formes de communautés solidaires. Donc la banque de données pour l'Allemagne sont des entreprises qui s'appellent Solavi, donc qui ont fondé une initiative de Solavi, donc d'agriculture solidaire. Et cela repose sur janvier et février, car en Allemagne, le développement est très dynamique. Le développement est vraiment très rapide, donc parce que nous en avions 110 à l'époque et maintenant il y en aura déjà 150. Et nous avons aussi des villages écologiques, respectivement aussi des communautés de consommateurs. Venons-en à l'Autriche. Le mouvement de l'économie solidaire est encore en train de se construire. Karin Lischke nous donnera des indications là-dessus. Comme base, nous avions à peu près 20
organisations existantes. Et on a parlé aussi des organisations de producteurs. En France, dans ce développement, ce qui concerne le Community-Based Agriculture, est un pionnier. Nous avons plus de 2000 AMAP dans les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Mais nous n'avons pas seulement regardé ces 2000 AMAP, car pour nous, beaucoup de choses bougent dans le domaine de l'économie solidaire en France. Et nous avons donc aussi pensé au point de vente collectif. Vous aurez plus de renseignements à ce sujet encore aujourd'hui. Mais comme le choix était tellement grand, eh bien, nous avons quand même pas pu interviewer 3000 diverses initiatives. Nous avons donc dû nous restreindre et nous l'avons fait cela, a fait ça en échange avec Claire Lamine. Et nous avons décidé donc de nous limiter aux régions de la Drôme. C'est un département qui est très actif pour l'agriculture biologique. Et ensuite, nous avons parlé aussi de la Bretagne et de l'Alsace. Cela a des raisons pratiques, car on n'aurait pas pu examiner tous les cas en France, puisqu'il y en avait tellement. Et c'est pour ça que c'était des raisons tout à fait pratiques qui nous ont poussé à nous limiter. Et ensuite, l'Italie. Il manque l'Italie. Revenons en arrière. Désolé, oui. En ce qui concerne l'ICT, nous avons procédé de façon différente. L'agriculture solidaire, selon le principe CSA, n'est pas très répandu. Il y en a peut-être, quand moi je les regardais, il y en avait peut-être 6 initiatives au grand maximum. Par contre, ce qui est en Italie, c'est des GAS, sont des groupes de consommateurs. Ça ne correspond pas vraiment au CSA, mais on a beaucoup de coopératives très fortes qui, dans les années 70 ou 80, ont été fondées. Et ces coopératives sont très pertinentes pour l'agriculture biologique, car ils ont agi en tant que levain de promoteurs. Et maintenant, il existe maintenant aussi des individus et certaines petites firmes. Mais au début, il s'agissait surtout de coopératives qui ont agi en tant que pionniers. Et maintenant, nous avons une solidarité très forte au sein des entreprises et parmi les entreprises. Et ça, on entendra plus de détails à cela. Dans ce cas-là, maintenant, on arrive au point prochain. Comment est-ce que nous avons procédé? Il faut vous imaginer cela. Donc, on avait 110 Solavi en Allemagne. Donc, nous avons fait une analyse détaillée des sites Internet, pour autant qu'ils existent. Et ensuite, nous avons décidé de systématiser le tout grâce à 7 points, car nous voulions donc avoir une bonne image de ces mouvements très hétérogènes. Et les points sur lesquels nous nous sommes fondés, c'est d'abord qui sont les promoteurs qui ont lancé les projets. Est-ce que c'est des entreprises, des exploitations, ou bien est-ce que c'était plutôt des consommateurs? Deuxième point, l'expérience, l'ancienneté du projet. Troisième point, et c'est un point sur lequel je vais insister lors de mon exposé, c'est le système d'échange entre les producteurs et les consommateurs, dans le sens de développer des stratégies qu'on a définies pour obtenir des prix qui couvrent les coûts. Quatrième point, la diversité. Nous ne voulions pas seulement des initiatives de maraîchage, mais aussi des entreprises de grande culture ou bien qui pratiquent l'élevage, aussi des exploitations de transformation. Cinquième point, le mode de production. Est-ce que c'est bio, biodynamique, ou est-ce qu'il n'y a pas de label et qu'on travaille avec d'autres méthodes? Ensuite, évidemment aussi la taille de
l'entreprise. Donc toujours par rapport à la moyenne du pays, donc ce qui est grand en Suisse est très petit pour l'Allemagne. Et ensuite, finalement, l'emplacement. Nous voulions avoir des projets qui sont proches d'une grande ville, mais aussi certains qui se trouvent dans des régions périphériques. Tu veux reprendre? Je crois. C'est en ordre maintenant? Est-ce qu'on comprend? Oui. Nous avons décidé, sur la base de notre structure, de nous concentrer spécialement sur la vue des producteurs et productrices. Ceci veut dire également que l'on a parlé surtout avec des producteurs lors de nos entretiens. Donc nous nous sommes rendus sur des fermes, des exploitations qui s'engagent dans l'économie solidaire. Dans ce sens, nous avons aussi surtout vu des exploitations qui sont vraiment liées à une ferme. Dans le domaine de la CSA, il y a aussi des projets où l'on loue un terrain, mais qu'il n'y a pas de lien avec le paysan ou avec une ferme. Et on n'a pas pris en considération tous ces projets. C'était une décision consciente. Voilà. Prochain point. Ici, vous voyez un tableau où on était et combien d'entretiens on a menés. En Suisse, on a essayé de faire des entretiens dans toutes les régions linguistiques et comme le projet vient de notre pays, il y a le plus grand nombre d'entretiens, 13 entretiens ensuite en France, 8 en Allemagne, 5 en Autriche et puis 6 en Italie. Voici un aperçu géographique qui n'est pas très visible sur le tableau. Vous voyez, en Allemagne, on s'est concentré surtout sur l'ouest du pays. Ceci a aussi des raisons de la logistique, puisque nous avons dû nous rendre sur place à chaque fois et nous n'avons pas pu couvrir tout le pays. Mais nous sommes aussi concentrés. Enfin, il était aussi important de refléter la variété du pays. En Suisse, ce n'était pas très difficile vu que c'est un petit pays. La France, j'ai déjà mentionné notre procédé. Vous voyez, ce n'est presque pas visible, mais il y a 5 entretiens en Bretagne, 2 en Alsace. C'est vrai qu'on a peut-être trop de lumière. Donc voici en Bretagne, près de Saint-Malo, Gaël Bigler a mené les entretiens en Alsace et surtout au sud-est de la France. En Italie, nous sommes concentrés sur le nord et au centre du pays. C'est un pays assez long, si on veut dire. Et donc, dès le début, nous avons décidé de ne pas nous rendre au sud. En Autriche, c'est l'est du pays, mais on le voit qu'au niveau des Alpes, il n'y a presque pas d'initiative, même pas en Suisse. Donc, en Autriche, la plupart des initiatives sont basées dans ce coin-là. Prochain point. Voici donc notre situation initiale. Et je vais déjà vous présenter les premiers résultats. Comme je l'ai mentionné, il y a une grande hétérogénéité. Il y a diverses initiatives. Vous avez vu que certains points étaient bleus. Je vais faire quand même une différenciation maintenant. Mais avant de me pencher là-dessus, j'aimerais
vous parlez des raisons derrière le lancement des projets et des différents points de départ. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un lien entre les raisons et l'histoire d'une exploitation. Une des raisons d'un lancement d'un projet d'économie solidaire sont des raisons de nature économique et sociale. Plus que la moitié des exploitations que nous avons vues étaient en danger. C'est-à-dire les exploitations ne savaient pas s'ils pouvaient continuer ou s'il fallait arrêter. C'était très difficile de pouvoir continuer. Il y avait des chiffres rouges, etc. Donc ceci au coût de la qualité de vie des paysans et paysannes. Et je pense que la majorité d'entre vous connaît ce sujet. Il y a beaucoup de suicides entre paysans et paysannes. Ceci a été thématisé beaucoup en France, en Suisse pas encore. Mais je crois qu'il y avait 500 suicides l'année dernière. Et je pense que cela a à voir avec la situation générale de ces exploitations. J'espère qu'on va pouvoir en discuter lors des travaux en groupe. Et presque la moitié des exploitations ont décidé de changer leur façon de travailler parce qu'ils ne se sentaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'estime. Donc il y avait des paysans qui n'avaient plus de contact extérieur, qui étaient pendant des heures sur leur tracteur, mais qui ne connaissaient pas les consommateurs de leurs produits. Un deuxième point qui a été mentionné souvent, surtout de la part des exploitations d'émetteurs, c'était une façon de voir, de vouloir intégrer les principes d'économie sociale et solidaire. C'était une suite logique des principes de communauté et d'écologie. Par exemple, en Allemagne, le concept Solavi était vu comme un développement logique, parce que les exploitations étaient en train de faire déjà. Mais ces exploitations ont déjà leur clientèle, se rendent sur le marché et les structures sont donc intégrées ultérieurement. Et puis, de l'extérieur, des groupes de consommateurs qui demandent aux producteurs d'établir un projet d'économie solidaire ensemble. Et lors de la transmission de l'exploitation au sein de la famille, souvent les jeunes, lorsqu'une exploitation n'était pas encore biologique, il y avait d'abord le changement de conventionnel à écologique et dans une deuxième étape, ils sont allés encore plus loin et ont intégré les principes de l'économie solidaire qui ont par exemple dit je vais faire partie d'une AMAP, par exemple. Il y a d'autres cas où ceci était décidé dès le début. C'est intéressant de voir qu'il s'agit souvent de personnes qui n'ont pas forcément, qui ne viennent pas d'un contexte agricole, enfin pas au sein de la famille, mais qui ont étudié l'agronomie. C'était souvent le cas et ils voulaient dès le début produire bio et suivre les principes de l'économie solidaire. Prochain point, la grande diversité des projets. Je parlais du développement des origines qui sont déterminantes pour le choix. Encore une fois, une carte, la carte synoptique. Les points sont bleus, mais dans la réalité, ceci n'est pas le cas. Nous avons fait une autre catégorisation.
J'espère que l'on voit ce que je veux montrer. Il y a différentes couleurs, jaune, orange, rouge et violet. Les points jaune, rouge et orange sont des exploitations qui pratiquent les principes de la CSA sur leur exploitation. Mais il y a des grandes différences, ce qui est très intéressant de voir, parce que la mise en œuvre de ce principe est très différente. Je vais vous le montrer sur la base d'exemples de Suisse, France et Allemagne. Les points jaunes désignent les établissements qui ont fait une intégration à 100% de ces principes. Orange, c'est des exploitations qui mettent en œuvre les principes, mais qui font toujours de la vente directe et qui vendent à peu près un quart par des paniers, par exemple, et le reste sur le marché. Et puis les points rouges, qu'il y a surtout en Suisse et en France, mais pas tant en Allemagne, c'est une forme d'établissement diversifié qui travaillent ensemble ou participent ensemble à une initiative. Il y a par exemple 5 à 30 établissements qui mettent en œuvre les principes en commun. Et puis en violet, les points, c'est des coopératives ou comme à Berlin, c'est un village écologique. C'est d'autres formes d'économie solidaire que nous voulons également intégrer dans notre projet parce que, je l'ai déjà dit lors de notre dernière réunion, ce qui nous intéresse n'est pas seulement l'économie solidaire, mais tous les projets. Je vais vous montrer donc maintenant l'exemple de l'Allemagne. C'est la base de données de janvier 2017. Sur la carte, vous voyez toutes les initiatives que nous avons recensées, non seulement des exploitations sur la vie, mais aussi d'autres formes de la pratique économique et solidaire, par exemple des communautés entre producteurs et consommateurs qui ont été créées dans les années 80 à Brême ou à Munich. Et puis, par exemple, aussi le village écologique de Berlin. Nous avons choisi tous ces points que vous voyez entourés d'un cercle rouge. Il y a, par exemple, une initiative CSA qui est en jaune et les points orange sont des établissements qui ont fait de manière très diversifiée. La majorité d'entre vous savez ce que c'est la CSA, mais si vous n'êtes pas... Est-ce que tu pourrais encore parler des 4 catégories, s'il te plaît? Oui, je ne vais pas encore aller plus loin. Je vais vous le réexpliquer. Donc nous avons les catégories C1, jaune. C'est donc une CSA mise en œuvre à 100%, donc purement un établissement purement CSA. Et je vais vous réexpliquer ce que ça veut dire CSA. C'est-à-dire, c'est des initiatives qui veulent créer une solidarité entre les consommateurs et les producteurs, normalement sur la base d'un contrat qui prévoit une obligation à long terme. Les membres de l'initiative sont des consommateurs ainsi que des producteurs. Les consommateurs sont donc obligés au moins un an d'acheter la récolte. Ils payent un prix fixe et reçoivent tout ce qui est récolté. L'idée est que tous les coûts de l'établissement soient couverts de cette manière. Un autre point important,
et que la somme payée par les membres est fixe, mais la récolte dépend de la saison de l'année. Donc le risque est partagé. On peut donc avoir des paniers plus ou moins remplis, dépendant de la récolte. Ainsi, l'alimentation perd sa valeur de marchandise. Parce qu'ainsi, les aliments ne sont plus vus comme une marchandise qui ne dépendent plus de l'échange, mais regagnent leur valeur réelle, qui ne dépend pas donc du prix fixé au marché global. Ainsi, les coûts de production peuvent être couverts. Voici donc la théorie, mais pas tous les établissements transmettent ça en œuvre sur cette base. Il y a beaucoup de formes mixtes que je vais vous présenter maintenant. Premier exemple. C'est situé au nord de l'Allemagne, sur la ville Weidenhof, qui a été créé en 2012. Il s'agissait d'un établissement où il y avait encore des chevaux, mais plus de travail agricole. 62 hectares. Aujourd'hui, une production mixte avec élevage, maraîchage, etc. Et aussi en coopération avec un boucher local. Organisation. Il y a 3 personnes responsables qui ont créé cette communauté. D'un point de vue juridique, c'est une organisation de société de droit civil. Il y a 3 personnes salariées. Cette ferme peut nourrir 200 familles, 200 parts sociales. 100% de la production est donc répartie sur les membres. Il n'y a rien qui va au marché. Il n'y a donc pas de prix par pièce, mais il y a un budget annuel de qui dépend le prix d'un panier. De plus, l'établissement appartient à une fondation, la fondation Edith Mayron, qui loue le terrain et la ferme à la coopérative. Le terrain ne dépend donc pas des personnes responsables aujourd'hui, mais l'exploitation va pouvoir continuer à exister même si ces 3 personnes décident de quitter la coopérative. C'était aussi un des objectifs de la fondation, que l'exploitation soit indépendante. J'ai essayé de faire un schéma. Vous voyez ici l'établissement. Qui est géré par les producteurs. Et le prix dépend donc du budget. Puis il y a les salariés et les membres, les consommateurs qui garantissent la couverture des coûts, mais qui proposent aussi de collaborer. Mais dans ce cas, la collaboration est facultative, ce qui est souvent le cas. Les membres sont responsables de répartir la récolte. Maintenant, l'exemple de la Suisse, où nous voyons 3 autres formes de CSA. Vous voyez en Suisse, il y a un peu plus de couleurs parce qu'il y a beaucoup d'établissements C3 rouges. Et je vais donc vous montrer des exemples de catégories orange et rouge, 2 et 3. Voici toutes les initiatives où nous nous sommes rendus sur place. Certaines initiatives sont constituées de 6 ou 7 producteurs et nous avons dû faire le choix quelles initiatives nous allons visiter. Vous voyez
dans les Alpes, il n'y a aucune initiative. Mais j'espère que dans une deuxième étape, nous pourrons voir l'année prochaine des coopératives. Il y en a beaucoup dans les Grisons. Et peut-être une étudiante de master va se pencher sur le sujet de ces coopératives, parce que notre but est de montrer une grande variété et analyser une grande variété d'établissements. Premier exemple, donc une exploitation qui existe déjà depuis 1978. Personne n'avait entendu parler de CSA à cette époque-là. C'est comme les jardins de Cocagne. Mais il s'agissait d'un groupe de personnes engagées qui ont créé une coopérative et qui ont pu acheter le terrain. Aujourd'hui, la production principale est le maraîchage, mais il y a aussi un élevage de poules. 20 hectares appartiennent à la coopérative et 60 hectares sont loués. Depuis l'année dernière, il y a 800 coopérateurs, dont 500 actifs. Donc il y a 500 qui collaborent vraiment, qui plusieurs fois par an participent à la récolte, etc. Mais il y a aussi beaucoup de paniers, abonnement de 3 mois par exemple. Ceci n'est pas une obligation, donc c'est déjà une forme mixte. Donc le terrain appartient à la coopérative. Donc la décommodification est déjà assez avancée. Il y a des coopérateurs qui vont et viennent, mais l'exploitation continue à exister. Risque partagé et partie sur les coopérateurs. Il y a les coopérateurs qui achètent une partie, mais qui participent aussi au travail. Ici non plus, pas de prix par pièce, mais il y a des prix par panier qui dépendent des besoins des consommateurs. Ici, il y a un seul cercle parce qu'il n'y a pas une différenciation entre producteurs et consommateurs. Ils sont tous ensemble des coopérateurs. Il y a des contrats. Tout le monde est coopérateur et a acquis une part sociale et qui fait du bénévolat. Mais les consommateurs payent aussi les paniers, donc ils garantissent l'existence de l'exploitation. Il y a quelques salariés aussi. Mais ce que vous voyez, ce que je voulais indiquer avec les flèches bleues, qui a une grande partie de la récolte qui va vers l'extérieur, c'est des consommateurs et consommatrices qui participent à un système d'abonnement, mais qui peuvent le contrat à chaque moment. Donc, une forme mixte. Prochain projet situé près d'ici, Solitaire, qui correspond au point rouge que nous avons vu sur la carte. Il y a plusieurs fermes qui font partie d'un projet. Ici, 8 exploitations qui ont fondé Solitaire ensemble. Combien de paniers? 180 paniers d'abonnement, c'est-à-dire 180 familles peuvent être nourries. J'ai mené un entretien avec Klaus Zaug l'année dernière. Je me suis rendue sur l'exploitation. Klaus est membre de fondation et 15% de sa production variée est distribuée par le biais de parts de récolte. Le reste par la vente directe.
C'est donc un cas d'une exploitation qui avait déjà une structure de vente directe assez forte et on n'abandonne pas cette stratégie. Mais lors de chaque entretien, les participants m'ont dit que 15%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même bien de savoir que 15% de ma récolte est assurée. Je peux la vendre, je sais combien d'argent je vais gagner et je peux mieux planifier l'avenir. Donc, pas besoin qu'il y ait 100% de CSA. La terre et les moyens de production appartiennent à la famille. Il s'agit d'une exploitation familiale, donc c'est une décommodification partielle. Donc, vous voyez, il y a plusieurs établissements, plusieurs fermes. Ce n'est pas très étroit, il y a des producteurs, il y a des consommateurs et la part de coût dépend de la taille de la ferme. Parce qu'il est difficile de planifier un budget annuel parce qu'il y a une part de la récolte qui est vendue sur le marché. Donc le budget seul ne peut pas être déterminant pour la fixation du prix d'un panier, mais ce qui est important, c'est de savoir combien de terre est utilisée pour pouvoir produire la récolte. Prochain exemple, 2 établissements suisses. C'est des exploitations laitières qui n'avaient plus les moyens de pouvoir continuer à exister et qui ont donc commencé à créer une coopérative. Il y a une fixation de prix mixte, c'est-à-dire d'un côté il y a le budget et de l'autre côté on se demande combien on veut par litre de lait. Et sur cette base, le prix de yaourt, par exemple, sont calculés. Et il y a une ferme qui vend donc 60, l'autre 30%, et le reste va sur le marché. Donc ici, de nouveau 2 cercles, parce que c'est les producteurs à qui appartient la ferme. Et les coopérateurs, les consommateurs font aussi partie de la fromagerie qui a été créée ainsi, mais le terrain appartient à la famille. Il y a donc une décommodification partielle aussi. Une grande partie de la production est vendue aux laiteries. Les déclarations qui ont été répétées, malheureusement, je devrais arrêter ici, mais je vais continuer quand même parce que c'est important. Alors, quelques citations que l'on a entendues dans le cadre des entretiens. Cet après-midi, on pourra en discuter encore en groupe. J'ai décidé de vous présenter quelques déclarations qui ont été faites de manière répétitive et nous nous concentrerons sur les mêmes choses que cet après-midi. Bien sûr, il y a encore beaucoup plus de déclarations, mais je ne peux pas toutes les présenter. Concernant les conditions cadres de la politique agricole, elles ont été critiquées en général parce qu'elles se penchent sur les grandes exploitations et s'orientent trop à la surface d'une ferme. Il a été dit qu'il serait mieux de faire dépendre de la qualité. Il y a par exemple presque pas d'exploitation maraîchère qui reçoivent des subventions. Les subventions sont presque vues comme revenu principal d'une exploitation. En Suisse, la vision est un peu moins négative.
surtout dans les exploitations des préalpes qui reçoivent entre 60 et 70% de subventions. Autres observations, la promotion de l'agriculture écologique dépend beaucoup de la région et aussi du gouvernement actuel régional. Il y a trop de bureaucratie et le règlement qui change tout le temps. Ensuite, nous avons eu beaucoup de remarques par rapport à l'aménagement du territoire et l'hygiène. On a remarqué que pour des initiatives qui veulent être innovantes, il est difficile à cause de l'aménagement du territoire d'avoir de nouvelles structures et aussi de transformer les produits. Ensuite, on dit qu'on attend de nous un comportement innovant, mais ensuite, on ne peut pas le mettre en œuvre parce qu'il existe trop de restrictions. Ensuite, les normes d'hygiène, en particulier dans le domaine de la transformation, selon les interviewés, sont pensées pour l'industrie et compliquent ou interdisent même les petites structures. Ensuite, on a demandé qu'il y ait comme deux législations, donc d'une part pour la branche agro-industrielle et ensuite pour l'agriculture paysanne. Ensuite, ce qu'on a dit pour la transformation et la valeur ajoutée, on a donc dit que grâce à la transformation de aliments et la vente directe permet d'assurer la survivance des fermes et que c'est absolument indispensable car sinon ces entreprises ne survivraient pas. Donc cette vente directe permet de préserver des fermes. Il y a eu des voix critiques qui disaient il faut qu'on transforme car la production ne permet plus d'assurer une plus-value. Et cela, on le remarque parce que les prix sont très bas dans l'agriculture. Et un autre point critique, c'était que s'il faut tout faire en même temps, qu'on a peu de temps pour acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de la production, alors qu'à cause du changement climatique, etc., il faudrait pouvoir réagir avec de nouvelles connaissances. J'en viens maintenant aux organisations bio-fêtières et aux labels, ce qu'on va discuter d'ailleurs. Là aussi, il y avait eu des points différents. Il y a eu la critique que les organisations bio représentent surtout les intérêts du grand commerce et non les petites exploitations paysannes. Ça, on me l'a dit plusieurs fois sur Bio Suisse en Suisse, mais et aussi dans d'autres pays. Mais il y en a d'autres qui ont dit oui, nous coopérons bien avec les associations au niveau local. Donc attention, c'est à prendre avec des pincettes. Ensuite, les labels sont affaiblis pour la production industrielle, mais les labels sont quand même très importants car cela crée de la confiance et nos consommateurs sont habitués aux labels. Donc il y a peu d'entreprises d'exploitation qui travaillent sans label, ce qui s'applique aussi pour les exploitations sur la vie, ACP et AMAP. Et l'engagement des organisations fêtières sont ressentis de façon très différente. D'autres disent que c'est une bonne coopération ou pas. Mais en ce qui concerne la biodynamie, les exploitations d'émetteurs se sont généralement bien représentées. Venons-en maintenant à la formation. Donc tout le monde disait que c'est grâce aux écoles uniquement que les mentalités peuvent changer chez les consommateurs. Ensuite, que la formation n'est pas assurée pour l'agriculture biologique dans certains pays plus fort que dans d'autres, mais en général, on disait toujours que ce n'est pas satisfaisant. Ensuite, qu'on investit trop dans l'agriculture conventionnelle et qu'on ne parle pas assez de l'agriculture bio. Et aussi intégrer des stratégies solidaires, qu'on ait une autre pensée agricole,
que cela, ce n'était pas du tout assuré dans les formations conventionnelles, que là, il y avait un grand déficit en la matière. Et finalement aussi, qu'il n'y a pas assez de recherche dans l'agriculture biologique, qui a toujours un certain laps de temps à rattraper. Venons-en maintenant au bilan. Donc, avant qu'il y ait beaucoup de texte, respirez profondément. Donc, je voudrais d'abord parler du potentiel des stratégies des solidaires et des projets. Ce qu'on peut constater que grâce à ces entreprises, on a de nouveau une relation plus étroite entre les producteurs, la nourriture et les consommateurs. Et les projets aident à rendre sa vraie valeur à l'alimentation. Ils soutiennent l'agriculture paysanne, permettent une production indigène adaptée au lieu même et promeuvent le développement régional. Mais ils montrent aussi qu'il est possible d'avoir une agriculture écologique durable. Mais il faut penser tout cela dans toute la chaîne de création de valeur. Et cela est possible pas seulement pour les petites exploitations, mais aussi pour les grandes exploitations. En Allemagne, par exemple, nous avons une exploitation de 240 hectares, alors que les exploitations maraîchères, elles, ne comptent que 5 hectares. Et la diversité des stratégies permet une expansion de l'agriculture solidaire et biologique. Si on restreint trop cela, si on dit voilà à quoi doit ressembler l'ESS et rien d'autre, et bien dans ce cas-là, on a beaucoup d'entreprises qui n'y participeront pas, comme je l'ai montré. Donc chacun doit essayer de trouver sa voie. Quelles sont maintenant les frontières et obstacles? Le potentiel de développement des initiatives d'économie sociale et solidaire pourrait être restreinte par la législation et la politique agraire aussi. Pour diffuser les initiatives d'économie solidaire, on a besoin d'un regroupement non seulement entre les consommateurs et les producteurs, mais aussi entre les producteurs. Ensuite, la volonté des consommateurs peut être un obstacle, que pas tous les consommateurs se disent on veut prendre plus de responsabilité pour l'alimentation. Donc, ce n'est pas seulement les 2 à 4% d'agriculteurs qui doivent s'en occuper. Et il n'est pas facile de modifier la consommation, et en particulier des achats. Et aussi, souvent, les consommateurs n'ont pas assez de connaissances en matière de transparence et de la formation des prix. Bon, voilà. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps. Cela réduira le temps de la discussion ensuite. J'en suis désolé. Merci beaucoup à Bettina. Donc vous voyez les premières impressions que nous pouvons déjà vous communiquer. Ceci aussi pour qu'on reçoive un peu vos échos lors de la discussion. Qu'est-ce que vous avez trouvé particulièrement intéressant? Mais aussi des choses où vous vous dites « Oh, ça me manque !» Et il y a des choses que vous devez vraiment encore examiner en détail parce que pour nous, c'est un sujet essentiel. Ou d'autres commentaires. Peut-être encore une petite indication. Je crois que nous devons tous faire attention à ce que ces résultats soient discutés dans le contexte de quel ils proviennent. Nous ne pensons donc pas qu'au-delà de ces 58 interviews, nous pouvons tirer des généralisations. Donc ensemble, on peut dire, ben voilà, ah oui, j'ai aussi vu que c'était la même chose dans d'autres situations que vous n'avez pas regardées. Mais bon, ça, ce sera une deuxième étape de pouvoir extrapoler ça. Mais en ce moment, on doit faire un peu attention. On ne peut pas vraiment simplement extrapoler ces cas individuels et penser que c'est les opinions majoritaires. Si on avait pu interroger 200 interviews, initiatives ou plus, peut-être que oui, mais on n'a pas pu le faire, faute de moyens. Donc voilà, juste une petite indication quand même encore. Merci de tenir le microphone près de votre bouche. Je dis Jean-Martin Brana. Oui.
Je suis Tino Banas d'Allemagne et donc malheureusement, je seulement pu venir ici parce que c'est à Bâle. Donc j'ai deux remarques. Quelque chose qui m'a déjà touché lorsque je suis venu jusqu'ici. Donc revenons aux bases de la recherche. Donc d'une part, il y a un aspect qui me manque. Donc pourquoi est-ce que les personnes se sont vouées à l'agriculture solidaire et vous avez donné des raisons très générales. Donc, par exemple, des métères, ils ont dit que c'est une conséquence logique. Bon, ben voilà, ça leur renvoie à pourquoi ils ont commencé. Donc, il faudrait peut-être plus dire quelles sont les valeurs qui inspirent ces personnes qui participent à l'agriculture solidaire. Et on verrait peut-être que c'est certaines biographies qui incitent les personnes à quitter les voies traditionnelles qu'on connaît et ils le font parce ils ont une motivation personnelle intrinsèque. Donc je voudrais peut-être réagir quand même à cela. On n'a pas présenté cela, mais évidemment, dans les interviews, on a posé cette question. Donc, une interview a pris 1 heure et demie et on n'a pas encore déjà tous les résultats. Bon, bravo. Dans ce cas-là, la base de données existe. Mais pour comprendre le phénomène, il faut penser pourquoi est-ce que les gens sont d'accord de s'aventurer dans l'insécurité. Et dans la je constate toujours que les groupes sont un peu des gens qu'on considère comme des et c'est pour ça qu'il faudrait penser à faire des recherches sur le milieu. Et il y a un institut Sinus de Heidelberg qui a essayé de diviser dans un camembert les gens. Donc il y a les réactionnaires, les conservatifs, ensuite les progressistes, les alternatifs. Mais voilà, c'est un milieu parmi d'autres. Et dans la pratique, cela entraîne le fait que là où à la campagne où ces initiatives se réalisent, eh bien, il s'agit que de personnes qui sont perçues comme des exotes dans une société rurale qui a toute autre vision. Et donc, cette tension entre les initiatives et la population locale est très importante pour la réalité de la vie de ces gens. Comment est-ce que on est perçu en tant qu'exote avec une initiative dans un milieu qui est vraiment tout à fait étranger à nous-mêmes. Et cela est important pour le développement de ces initiatives. Et ça, je pense que c'est un point important à discuter. J'aimerais bien qu'on en discute aujourd'hui et demain. Merci. Ça, c'est exactement le type d'écho qu'on voudrait recevoir de votre côté. Et donc ça, on va essayer de le reprendre.
intitulé. Et je ne sais pas, peut-être ma question était aussi inclue dans les questions comme d'abord. Je ne vais pas répéter les discours de la souveraineté alimentaire, mais en partant des raisonnements sur la terre, sur la gestion du territoire, je voudrais vous demander si on peut créer un monde solidaire en agriculture en partant de la terre, en partant de l'alimentation, mais il faut aussi s'y relier à l'électricité, à la technologie, à l'énergie. Si l'on veut que les citoyens participent à la gestion du territoire, si on veut qu'ils participent vraiment à ça, il faut savoir d'abord qu'est-ce qui n'existe déjà. Il faut travailler ensemble, parmi les citoyens, parmi les agriculteurs, pas comme consommateurs et producteurs, mais tous ensemble. C'est ça le modèle solidaire selon moi. Merci. Alors dans ce cas-là, ce qui m'intéresse dans le contexte, c'est aussi l'évaluation de la durabilité, car dans le secteur alimentaire, cela est vu comme quelque chose de positif quand on parle de solidarité. Certes, il y a un grand potentiel, mais avec qui on discute, peut-être des gens qui viennent d'autres secteurs et de milieux, ça pose peu de problème. De dire, ben voilà, ils nous disent, est-ce que c'est vraiment si convaincant? Bon, les modèles solidaires et économiques, est-ce qu'ils présentent vraiment des avantages ou pas? Mais je crois que ça ne suffit pas. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, est-ce que c'est prévu dans ce projet qu'on puisse dire que c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur et qu'on puisse évaluer la durabilité. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas seulement s'agir de l'efficacité des ressources, mais aussi que ce soit ancré dans la réalité. Moi, ce qui m'intéresserait aussi de voir quelle est la stabilité de cette économie. Vous avez dit qu'il y a des jeunes et des vieux en même temps, et un critère qui montrerait qu'il y ait une durabilité socio-économique, ce serait possible si cela fonctionne de façon durable. Et dans ce cas-là, on peut, indépendamment du prix du marché, cela peut fonctionner si, et que la durabilité est assurée à tous les niveaux et que c'est soutenu par la société, bien que du point de vue temporel aussi, cela sera aussi durable sur la durée. Et si ça n'existe pas encore, ce sera absolument indispensable d'en parler et de faire des études. D'autres commentaires? Je voudrais revenir à la question de l'espace rural. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment est-ce que ces initiatives qui sont dans des régions périphériques peuvent survivre. Est-ce que cela dépend du pays? En Suisse, j'ai l'impression que l'espace urbain est une condition sine qua non pour pouvoir trouver des consommateurs engagés et aussi livrer ses produits. Mais est-ce la même chose en France et en Italie? Comme nous avons vu dans l'espace alpin, il n'y a pas de telles initiatives, mais je trouvais que c'était intéressant en Allemagne aussi. J'ai quand même vu des régions périphériques, en tout cas pour mon impression, et on pouvait constater que cela fonctionne. Mais souvent, il faut quand même avoir un lien avec une ville, même si elle n'est pas grande, pour avoir encore un magasin supplémentaire. Et ainsi, à long terme, de pouvoir gagner des gens qui habitent un peu plus loin. Mais il y a une initiative, par exemple le Weidenhof, donc ça c'est vraiment dans l'espace rural. Ils ne livrent pas dans une grande ville, ils livrent seulement dans des petites villes et des villages. Et c'est là où ils ont leurs membres, donc cela peut fonctionner aussi dans une région qui n'est pas complètement urbanisée. Je voudrais revenir sur la question de ce qui nous amène à l'agriculture de ce type.
Et je voudrais dire que c'est la survie. Le choix de revenir à l'échange bio, à l'échange avec beaucoup d'agriculture en France, mais aussi en Italie et ailleurs. J'ai vu que l'économie solidaire est une condition fondamentale pour résister. C'est donc une résistance au système de l'agriculture industrielle. Les consommateurs sont part de ces projets. Les consommateurs qui en font part deviennent participants de ces nouveaux mécanismes. Dans cette recherche, je me demande si on pourrait inclure aussi une partie opérative, une partie de propositions. Pour moi, la chose la plus importante, c'est la divulgation. C'est faire connaître, c'est faire comprendre à un numéro croissant de consommateurs l'importance de soutenir une économie solidaire. Parce que soutenir cette économie est dans l'intérêt du consommateur, est dans l'intérêt de la défense de l'environnement. Un aspect pour moi très important est la compréhension, comme on disait avant, peut-être en passant, c'est de comprendre la vraie valeur de l'alimentation. L'alimentation aujourd'hui n'est pas chère. Aujourd'hui, moi, vous, on le connaît. Mais dehors d'ici, quel est le vrai coût de l'alimentation? Le coût qu'on ne paye pas au supermarché et qu'on paye autre part. Aujourd'hui, je suis là aussi pour vous inviter à faire un vrai travail de divulgation. Je voudrais qu'on arrive à rejoindre un grand numéro de consommateurs. Je voudrais faire comprendre à tout le monde comment le choix de l'économie solidaire est un type de choix qui permet à tout le monde d'être gagnant. Dans notre cas ici, concrètement, on est parti de l'économie biologique il y a 35 ans pour des motivations personnelles. On est arrivé au désespoir, le désespoir du haut marché, parce que aussi le marché du biologique a souffert la crise. Avec l'économie solidaire, on s'est ressoulevé. Avec 10 exploitations fondantes, on arrive à rejoindre de plus en plus d'exploitations sur notre territoire. On arrive à avoir un changement aussi au niveau culturel, parce que l'économie solidaire entraîne beaucoup de choses. Nous ne sommes plus dans les temps, mais je pense qu'on pourra en discuter cet après-midi encore. Mais bon, on ne veut pas maintenant vous mettre sous pression, simplement parce que le temps nous manque un peu. Donc pendant le repas de midi ou ce soir, vous pouvez venir nous rejoindre et nous dire que je voudrais bien que vous regardiez telle et telle chose. Donc pour nous, ce sera important que vous nous donniez vraiment votre feedback. Nous serons encore ici un peu ensemble, donc vous aurez le temps de le faire. Et deuxième chose que je voudrais rajouter maintenant, quand j'ai vu pour nous, c'est vraiment très précieux qu'avec vous, nous puissions discuter de cela. On ne fait pas de la recherche dans la tour d'ivoire. Et ensuite, qu'on vous donne les résultats. On voudrait vraiment qu'on développe ça ensemble avec vous et qu'on analyse ensemble avec vous. Donc, une proposition concrète, si quelqu'un a intérêt maintenant à ce qu'on passe chez vous, dans votre cercle, eh bien, on le fera très volontiers. Et qu'on pourrait vous présenter des conclusions préliminaires ou un peu plus. Donc, on fera cela très volontiers avec vos gens et en discuter avec d'autres personnes pour s'assurer que les informations que nous produisons arrivent vraiment chez vous et qu'elles sont adaptées à vos besoins.